ICP Conférence. Bonsoir à tous. Pour moi de vous retrouver ce soir avec un intervenant de marque. Je suis très heureux d'accueillir, en l'occurrence Pierre Aski. Pierre qui va nous rejoindre avec sa vidéo pour qu'on puisse tous lui dire bonjour. Bonjour, voilà. bonjour. J'ai tous vos bonjours qui s'affichent sur mon écran, donc bonjour collectif. Merci beaucoup Pierre, en tous les cas, de vous livrer à ce petit exercice de fin de journée. Donc, on a inauguré ce cycle de conférences pour nos étudiants et intervenants de l'ICP depuis la semaine passée. Et donc, à raison d'une fois ou deux par semaine, on reçoit des invités. L'idée, c'est de prendre un petit peu de hauteur et de réfléchir un petit peu à ce qui se passe en ce moment. C'est une période évidemment extrêmement intéressante à suivre pour plein de raisons différentes. Je vais juste vous donner un petit peu le principe de cette conférence. Donc, je vais démarrer l'animation en posant quelques questions à Pierre. Je rappelle que Pierre est quelqu'un de très, très connu dans le monde de l'information, des médias, du journalisme, avec pas mal de choses à son actif. J'ai vu qu'on avait raté votre anniversaire, Pierre, oui, à 6 jours près. Absolument. C'est à 6 jours près. Donc, désolé. Un anniversaire confiné. Anniversaire confiné. En général, on s'en souvient de ces anniversaires confinés. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, vous êtes entre autres président de Reporters sans frontières depuis 2017, si je ne me trompe pas. Et puis tous les matins, on a le plaisir de vous entendre dans la matinale de France Inter, dans le 7-9 de messieurs Demorand et madame Salamé, pour animer la chronique géopolitique, ce qui permet toujours de prendre un petit peu de hauteur sur les relations internationales et tout ce qui se joue actuellement. Donc, bien entendu, tout à l'heure, pour nos spectateurs, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions. Vous n'hésitez pas à travers le chat, donc à droite de votre écran. N'hésitez pas à prendre la plume pour poser les questions à Pierre. Je suis sûr qu'il y répondra avec le plus d'engagement tel qu'on lui connaît. Alors, en tous les cas, ce qu'on peut dire, pour peut-être juste dire quelques mots en introduction, c'est que le coronavirus aujourd'hui ne connaît pas le confinement et que pendant que plus de la moitié de la planète reste confinée, les relations internationales, elles continuent, alors soit à se réchauffer ou à se refroidir. Tout est une question de point de vue. Peut-être pour lancer cette conférence, Pierre, une première question un peu générale, mais finalement, est-ce que vous avez le sentiment avec votre expérience que le coronavirus a déjà changé la donne des relations internationales et si oui, en quoi? Merci. C'est une vaste question parce qu'on est c'est une question compliquée parce qu'on est au milieu du gué. On n'est pas au bout de cette séquence, comme on dit, du coronavirus. La première chose, c'est que il y a deux types d'événements qui changent la donne sur le plan international. Il y a les événements géopolitiques comme peut l'être la chute du mur de Berlin ou le 11 septembre, qui sont des événements qui ont été voulus ou qui ont été, mais qui sont, disons, dans un contexte et dans une logique qui a des antécédents et qui a des suites. Et qui change complètement la donne. La chute du mur de Berlin, c'est clair qu'on a changé de monde à ce moment-là, avec ensuite la disparition de l'URSS. Le coronavirus, c'est une autre catégorie, c'est-à-dire que c'est un événement totalement imprévu, qui n'est pas décidé par l'homme, c'est pas une arme bactériologique, contrairement à ce qu'on peut lire, et c'est pas non plus quelque chose qui est dans une suite logique, mais qui a un impact absolument colossal sur le monde entier, ce qui est quand même assez rare. Il y a 2-3 jours, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une très belle carte publiée par un institut américain sur les pays qui n'avaient pas déclaré de cas de coronavirus. Il y avait le Lesotho en Afrique australe, le Turkménistan en Asie centrale, la Corée du Nord
et quelques îles du Pacifique. Alors, on n'est pas obligé de croire le Turkménistan et la Corée du Nord. Le Lesotho, je ne me prononce pas. Et les îles du Pacifique, elles sont isolées. Donc, ça veut dire qu'on est dans un événement qui touche l'intégralité de la planète, ce qui est quand même exceptionnel. La deuxième chose, c'est que je pense que c'est un événement qui n'est pas de nature à transformer les relations internationales, mais il accentue ou il exacerbe les phénomènes qui existaient précédemment. Je prends un exemple qui est le plus évident, la relation sino-américaine, qui est la relation centrale du XXIe siècle. Ça fait des années qu'elle est fraîche du temps d'Obama et carrément exécrable depuis Donald Trump, la guerre commerciale, la guerre technologique, etc. Et qu'est-ce qu'on voit depuis 2 mois? Cette tension qui reprend sur un autre terrain, Trump qui parle du virus chinois et les Chinois qui laissent entendre que peut-être que c'est les Américains qui ont amené le virus en Chine. Et donc, on voit bien que ce n'est pas le virus qui a créé la tension sino-américaine, mais il ne fait qu'exacerber quelque chose qui était clairement présent sur l'échiquier mondial. Pareil avec l'Europe, d'une certaine manière, on pourrait faire la même analyse. Les problèmes de l'Europe ne datent pas de l'apparition de l'épidémie sur le sol européen et du manque de coordination qu'on a vu, le manque de solidarité avec l'Italie initiale, etc. Simplement, on voit bien que donc, ça fait des années que l'Europe a raté ses principaux rendez-vous, la crise grecque, l'affaire des réfugiés en 2015, etc. Et tout d'un coup, cette crise du coronavirus vient de nouveau secouer l'Europe et mettre les Européens face à un miroir qui n'est pas très agréable, qui est celui de leur incapacité à être au rendez-vous quand il faut, à se prendre en charge et même à exister dans un continent qui est de plus en plus, dans un monde qui est de plus en plus bipolaire, sino-américain. Donc, on voit bien dans ces 2 exemples que ce sont soit des fragilités, soit des tensions qui existaient avant et que le coronavirus vient bousculer, accentuer. Là où je veux peut-être nuancer ce propos, c'est que on ne peut pas savoir aujourd'hui si dans quelques mois, il ne va pas y avoir des effondrements d'État, s'il ne va pas y avoir des vrais points de rupture et de bascule du monde provoqués par un enchaînement qui est celui du virus, de la crise économique, de la dette, de soulèvements sociaux. On ne sait pas. Je veux dire, quand vous voyez ce qui se passe, par exemple, depuis 2-3 jours, vous avez peut-être sans doute vu les images d'Équateur. Alors, l'Équateur, c'est un tout petit pays d'Amérique centrale. Mais voilà un pays qui est en implosion totale à cause du coronavirus parce qu'il n'a pas été capable de gérer ça. Il y a des cadavres dans les rues. Les gens brûlent les morts dans les rues de la capitale. Et on a l'impression d'un pays qui se désintègre sous l'effet de cette épidémie qu'il n'a pas su gérer. Voilà. Est-ce que ce type de phénomène, on ne s'attend pas à le voir arriver dans les rues de Paris ou de New York, mais il est possible que des événements de ce type à des endroits un peu charnières de la planète provoquent des vraies ruptures géopolitiques. Je pense par exemple à l'Iran. L'Iran est un pays, là encore, c'est pas nouveau, il n'est pas en crise depuis 2 mois. On a une succession d'événements et de tensions et de points de crise et de tensions en Iran, le dernier étant l'assassinat du général Soleimani dans les premiers jours de janvier par un drone américain en Irak, les sanctions américaines, etc. Et tout d'un coup arrive cette épidémie qui vient secouer d'une manière extrêmement violente le pays le plus touché aujourd'hui du Moyen-Orient. Donc voilà, les Américains misent sur le fait que ça sera peut-être le coup de grâce qui fera tomber le régime iranien. Je pense que le régime iranien est plus résilient que ça, mais on ne peut pas savoir et on n'est pas
véritablement on a en mesure même de savoir quel est le nombre de morts en Iran. Donc c'est en ça que je nuance un petit peu, c'est qu'il est tout à fait possible que le coronavirus reste dans l'histoire comme un moment de rupture géopolitique. Il est plus probable qu'il soit un coup d'accélérateur ou de transformation, d'exacerbation de choses, d'éléments qui étaient déjà là. Je voudrais qu'on revienne à l'origine de tout ça. Tout ça est parti donc de Chine. Aujourd'hui, la Chine, évidemment, avec son avance, voit la fin plutôt de la pandémie, même si on voit bien qu'il y a aussi quand même encore quelques soubresauts par rapport à ça. Aujourd'hui, la Chine, comment est-ce que vous la voyez se positionner? On la voit intervenir en Italie, en soutien, on la voit intervenir en apportant du matériel, y compris jusque dans des pays qu'on aurait eu du mal à imaginer il y a encore quelques semaines. Aujourd'hui, la Chine, vous la voyez jouer quel rôle? Alors, il y a un syndrome qu'on a déjà vu à l'œuvre en Chine en 2008, qui est je vais appeler ça le syndrome de notre heure est arrivée. C'est-à-dire qu'en 2008, il y a eu deux événements majeurs, les Jeux Olympiques de Pékin, qui ont été le triomphe du régime chinois, et suivi peu de temps après par la crise des subprimes et la crise financière globale. Et la Chine est sortie de cette crise très vite, la crise financière. Elle l'a surmontée beaucoup plus vite que les États-Unis et beaucoup plus vite que l'Europe, qui a mis plusieurs années à dépasser ce cap. Et il y a eu un moment de bascule à Pékin où les dirigeants chinois ont eu le sentiment que leur heure était arrivée, que l'empire américain était en train de s'effondrer et que l'heure de la Chine était arrivée. Ils ont déchanté parce que les États-Unis se sont rétablis très vite, qu'il y a eu en plus l'essor des GAFA, des entreprises de la technologie, qui ont fait que les États-Unis sont redevenus une puissance absolument dominante économiquement, technologiquement, scientifiquement, et qu'il était resté sur le plan militaire. Et donc, il y a eu ce moment un petit peu où la Chine s'est mise en avant en disant c'est notre heure, et pour réaliser que ce n'était pas tout à fait ça. Et il se passe la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que la Chine, il y a une accélération incroyable. Souvenez-vous, il y a 2 mois, quand c'était Wuhan qui était l'épicentre de l'épidémie, on était tous là, et moi le premier, je le reconnais, à dire c'est la crise chinoise, Xi Jinping contesté, le médecin lanceur d'alerte qui est mort et des centaines de millions de messages sur Internet en Chine, contestation, etc. Et on avait l'impression qu'il y avait une période de crise, un tunnel qui s'ouvrait en Chine, dont elle aurait peut-être du mal à sortir simplement. 2 mois après, parce que c'est que 2 mois après, situation totalement inversée. C'est les États-Unis qui sont plongés dans ce psychodrame avec ce président complètement cinglé qui fait son show tous les jours en ne parlant que de lui-même et qui est incapable de faire face à l'épidémie qui va sans doute être plus grave aux États-Unis qu'elle ne l'a été nulle part ailleurs. Et la Chine qui est sortie très vite de cette situation, comme vous l'avez dit, avec prudence, parce qu'il y a toujours le risque de la deuxième vague. Avant-hier, ils ont annoncé 138 personnes contaminées, c'était beaucoup. Donc, ils jouent ça extrêmement prudemment, mais la Chine a remis en route sa machine économique et elle est disponible pour jouer sa carte politique sur la scène internationale. Donc, elle l'a fait avec cette politique d'aide. Il y a plus d'une centaine de pays qui ont eu soit de l'assistance directe en masque, en respirateur, etc., soit des envois d'équipes médicales, soit des visioconférences. Le centre de santé chinois a eu des visioconférences avec 42 pays africains pour les aider à préparer leur stratégie coronavirus, etc. Et on voit très bien qu'il y a une sorte d'offensive aussi dans la communication. Les ambassades chinoises, celle de France, a pété un câble et elle est en train de devenir complètement folle dans sa communication, hyper agressive.
ils ont fait un message, ils ont mis un message sur leur site avant-hier qui a fait beaucoup de bruit, dans lequel ils disent que le personnel des maisons de retraite en France est parti en courant dès que l'épidémie est arrivée. Enfin, une sorte de communication un peu incompréhensible parce qu'elle est tellement arrogante, qui est voilà, nous on est un modèle, on a réussi et notre modèle politique en est validé grâce à cette victoire, etc. Et donc ils sont dans une posture aujourd'hui où ils essayent de conquérir des positions en profitant du fait que le reste du monde n'est pas là. Et donc quand ils arrivent, quand un avion chinois arrive en Italie, au moment où l'Italie pleure parce que l'Europe ne vient pas à son secours, c'est quand même très spectaculaire comme image, sauf que ça ne change pas réellement la donne. Et en plus, tout ça est extrêmement fragile. On voit bien aujourd'hui, par exemple, vous avez peut-être vu, j'ai consacré ma chronique d'hier à ce sujet, cette vague raciste qu'il y a eu dans le sud de la Chine contre les résidents, les migrants africains, qui a provoqué un émoi incroyable sur le continent africain, et à tel point que les ministres des Affaires étrangères, la présidence de l'Union africaine a convoqué les diplomates chinois pour demander des explications. Il y a une campagne sur le web en Afrique pour faire partir les Chinois. Enfin bref, on voit bien que ils ont ruiné par quelques incidents qui ont été mal gérés dans le sud de la Chine et dans lequel les autorités locales ont participé, c'est ça qui est le plus grave. Ils ont ruiné quelques semaines de soft power, quelques semaines de tentatives d'influence à travers l'aide aux victimes du coronavirus. Donc on n'est pas dans un boulevard ouvert à la Chine, mais on est dans une situation où on voit bien qu'il y a une vraie puissance chinoise qui a une stratégie globale et qui se dit qu'il y a une opportunité stratégique qui s'est ouverte par l'affaiblissement de ses rivaux occidentaux et la possibilité qu'elle a et les moyens qu'elle a de se faire des amis et de déployer plus encore qu'avant sa stratégie d'influence. On est dans la continuité des routes de la soie, donc cette diplomatie chinoise de prêt, de construction, d'infrastructures, etc., dans lequel il y a d'ailleurs un volet de route de la soie sanitaire qui fonctionne à plein en ce moment. Une question de Tanina. Est-ce que la Chine devra rendre des comptes une fois cette crise dépassée? Et si oui, qu'est-ce qui pourrait les lui demander? Est-ce que l'ONU, par exemple, pourrait jouer un rôle par rapport à ça ou pas? La réponse simple, c'est non. C'est que quand vous avez la taille de la Chine, quand vous avez la place de la Chine dans le commerce international, vous avez un siège au Conseil de sécurité, etc., personne ne vient vous demander des comptes. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. L'envie ne manque pas, je pense, chez beaucoup. Il y a eu des textes aux États-Unis pour dire la Chine doit payer des compensations financières, etc. Tout ça n'ira nulle part parce que il y a des Chinois qui ont commencé à répondre en disant OK, d'abord vous allez commencer par payer les guerres de l'opium du 19e siècle, la destruction du palais d'été de Pékin, etc. Donc on rentre dans une logique qui est absurde et qui, je pense, n'ira pas très loin. Là où il y aura quand même un travail d'explication qui ne sera pas fait par le gouvernement chinois ni par les Nations Unies, mais c'est quand même dans la compréhension et l'écriture de l'histoire de ce qui s'est passé. Il y a un moment, il y aura plusieurs récits concurrents qui vont apparaître et l'un d'eux regardera quelles sont les responsabilités chinoises dans la propagation de cette épidémie. Est-ce que, comme on peut le supposer, comme une étude américaine d'ailleurs le disait, s'il n'y avait pas eu étouffement de l'information au début, si on n'avait pas emprisonné les lanceurs d'alerte, etc., est-ce que le nombre de victimes aurait été inférieur? Est-ce que la propagation du virus à l'extérieur aurait été différente?
on peut le supposer, mais quand on voit comment nos pays occidentaux n'ont rien fait du temps qu'ils ont eu en étant après la Chine pour se préparer, on se dit que l'information n'aurait peut-être pas changé grand-chose. L'autre aspect extrêmement important de l'examen de cette situation après, ça va être le rôle de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Et on voit bien qu'il y a une polémique et il y a une toile de fond assez complexe autour de l'OMS parce que l'OMS est accusée avec beaucoup d'arguments valables d'être aujourd'hui, en gros, phagocytée par la Chine. Elle a collé à l'information chinoise et n'est pas allée au-delà de l'information chinoise pendant trop longtemps. Le 14 janvier, par exemple, j'ai retrouvé les tweets, je les ai. L'OMS tweetait encore qu'il n'y avait pas de preuve de contamination d'humain à humain avec ce virus. Or, ça faisait déjà au minimum 2 semaines que les Chinois en étaient eux-mêmes convaincus qu'il y avait une contamination humaine, puisque un certain nombre des cas initiaux n'avaient aucun lien avec le marché aux animaux qui a été mis en cause. Donc, l'OMS n'a pas joué son rôle d'alerte et de vigilance. Elle a également retardé d'au moins 8 jours la déclaration de pandémie, qui est un signal très fort que donne cette organisation à l'ensemble du monde pour dire il y a un problème qui concerne l'ensemble de la planète. Il y a eu une première réunion où ça devait être fait et la Chine a fait pression pour que ça ne soit pas fait. Et donc, voilà, c'est exactement ce tweet-là. No clear evidence of human-to-human transmission, 14 janvier. Et donc, le rôle de l'OMS, alors Trump a menacé de lui couper les vivres, de lancer une enquête, etc. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Et je ne sais pas si la planète sera en état de changer les structures multilatérales après, c'est trop tôt pour le dire, mais il y aurait une réflexion à avoir, et en tout cas un vrai besoin, d'avoir une organisation une sorte de vigie de l'état sanitaire de la planète qui soit indépendant des États. Le problème des organisations qui dépendent de l'ONU, et l'OMS est une des agences spécialisées des Nations Unies, c'est que c'est de l'intergouvernemental, c'est-à-dire que ce sont des personnes comme le directeur général de l'OMS qu'on voit maintenant, ou M. Guterres, le secrétaire général des Nations Unies à New York, ne peuvent rien faire s'il n'y a pas un consensus des États. Et le Conseil de sécurité, d'ailleurs, est totalement paralysé par cette absence de consensus et par l'existence du droit de veto. Et donc, il y aurait un besoin pour des questions comme la santé, d'avoir une organisation indépendante des influences des États qui puisse, en toute indépendance, aller voir, voilà, il y a une épidémie, on nous signale une épidémie en Chine, on envoie des experts, on est en capacité de ne pas dépendre d'un État qui n'a pas nécessairement toutes les règles de transparence et à qui on ne peut pas demander de compte parce que la Chine est trop puissante. Si la Chine était le Burkina Faso, il y a longtemps qu'elle aurait été traînée devant tous les tribunaux internationaux ou vouée aux gémonies par l'ensemble de la planète. Voilà, quand on est la Chine, on ne se comporte pas avec elle de cette manière. Alors, on va commencer à prendre des questions de nos spectateurs. Pierre, on va essayer de faire des réponses comme ça assez. Je vais faire mon demeurant du France Inter du matin. Je vais être plus court, pardon. Alors, il y a pas mal de questions qui concernent évidemment une région du monde que l'on connaît bien et que l'on aime beaucoup, qui est l'Europe. Avec une question de Dina, est-ce que vous pensez que l'Union européenne va survivre au-delà du coronavirus? Écoutez, vous avez, j'imagine, tous écouté le discours d'Emmanuel Macron hier, qui a eu un petit passage assez court d'ailleurs sur l'Europe en disant que voilà, il y avait besoin, en gros, il y avait besoin de plus d'Europe et de revaloriser et de faire cette réforme de l'Europe qu'il appelle de ses voeux. Le problème, c'est que ça fait 3 ans qu'il répète ça, qu'il a fait des propositions, etc., et que l'Europe, pour l'instant, est en incapacité de trouver les voies et moyens de
cette transformation. Moi, je crois que ça peut accélérer non pas le sauvetage ou le décollage de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, mais la transformation de cette Europe. Je pense qu'on ne coupera pas à une Europe à plusieurs vitesses. Ça fait très longtemps qu'on en parle. C'est-à-dire qu'un petit groupe d'États décidés à aller plus loin se prendra les décisions qu'il faut pour aller plus loin. Et que, comme ça existe déjà, il faut bien le savoir, toute l'Europe ne fait pas tout en même temps. L'eurozone ne concerne qu'une partie de l'Europe, Schengen ne concerne qu'une partie de l'Europe, Airbus ne concerne que quelques pays, etc. Il y a déjà des éléments de géométrie variable à l'intérieur de l'Europe. Je pense que ça doit aller plus loin, ça doit aller sur le terrain politique. Et notamment à travers l'outil de la défense, qui est peut-être le sujet sur lequel on peut réunir les plus motivés des Européens. Si ça ne se passe pas, et si notamment les Français et les Allemands ne s'entendent pas pour aller plus loin, je pense que l'Europe va non pas mourir parce qu'il y a trop d'enjeux, il y a trop d'intérêts, il y a trop de choses, mais en tout cas végéter comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle ne pèsera plus sur les affaires du monde et qu'elle ira de crise en crise pendant encore très longtemps. Moi, j'ai bon espoir que entre la France et l'Allemagne, où il y a eu des flottements ces derniers temps, etc., cette crise a un côté existentiel et on voit bien que dans l'affaire du financement qui a fait l'objet de tractations ces derniers jours entre les pays de l'eurozone, il y a un rapprochement entre la France et l'Allemagne aujourd'hui et que Angela Merkel, qui est en fin de parcours, qui va quitter ses fonctions avant 2 ans, va vouloir, je pense, laisser quelque chose de solide et non pas un édifice fragile. Donc, sous une forme ou sous une autre, moi je pense qu'il y aura des initiatives politiques en Europe dans les prochains mois. Et en plus, il faut savoir que c'est la présidence allemande de l'Europe qui commence au 1er juillet. La présidence tournante tous les 6 mois. Il se trouve que le hasard fait bien les choses puisque on aura besoin, au sortir de cette crise, d'avoir un pays fort à la présidence de l'Europe capable de prendre des initiatives. Il se trouve que ça sera l'Allemagne et que ça tombe bien. Merci Pierre. Une question de France. Un peu d'argent. Comment les États vont-ils gérer les crises financières après cet épisode? Est-ce qu'ils vont être renfloués par les banques centrales ou pas? Et de façon plus générale, est-ce que le système que l'on connaît actuellement, avec des dettes dans chaque pays qui sont quand même assez importantes, est-ce que vous pensez que ce système va changer ou pas, là encore, à l'avenir? Écoutez, pour être très franc, moi je ne suis pas du tout un spécialiste des questions de finance et je dois avouer que je suis à peu près comme vous, effaré par les montagnes de dettes et en même temps presque amusé par l'ampleur que ça prend parce que ça n'a plus de sens concret. Ce qui me rassure, c'est que tout le monde est dans le même bateau, c'est-à-dire que tout le monde est en train de s'endetter. Et donc il y a un moment où il faudra trouver des solutions techniques pour que tout le monde arrive à vivre avec ce fardeau. Alors, moi, ce qui m'inquiète le plus dans cette affaire, c'est pas tellement notre dette à nous, parce que je pense qu'on trouvera les moyens de la gérer, ou en tout cas de la réduire collectivement, même si certains sont mieux dotés que d'autres. C'est vrai que quand l'Italie démarre cette crise avec déjà 130% du PIB d'endettement, et nous à 100%, quand l'Allemagne a 56%, c'est pas tout à fait pareil. Donc, on n'est pas totalement à égalité, mais il se trouve que tout le monde va se prendre un choc de dette, et donc on sera obligé de le gérer. Mais ne me demandez pas les recettes, je ne les connais pas. En revanche, ce qui est plus inquiétant, et je trouve que là, il y a une bonne réponse, et je vais roder ma chronique de demain matin, en fait. C'est ce qui est en train de c'est ce qui est en train de se passer avec les pays africains. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, dans son discours hier soir, s'est prononcé pour un effacement massif de dettes vis-à-vis de l'Afrique. Et France Inter.
Et aujourd'hui, le club de Paris, qui est le club des créanciers des pays les plus pauvres, du bilan de la place Tiananmen, on ne connaît avec le ni soutien de la Chine, et c'est très important, parce que de chiffres d'arrestation, ni de chiffres de victimes mortes mais sur elle la est place. détentrice d'une bonne partie de la dette, alors les maires de la place Tiananmen qui se sont constitués prononcés pour un gel, collectif, en tout cas pour qu'il n'y ait pas de remboursement de dette cette année, qu'on ne demande pas aux pays africains de payer les intérêts de la dette et de rembourser leur dette cette année. C'est extrêmement important parce que le risque, c'est que au-delà de l'aspect sanitaire, du nombre il y a eu des estimations à l'époque qui étaient entre 2000 et 3000 morts, donc on est entre 300 et 3000 de 1 à 10, donc une incertitude incroyable, énorme, 30 ans qui sont après, capables, qui ont des économies développées, qui sont capables de gérer cette situation en quelques années, de rattraper tout ça, et des pays du monde en développement, dont certains étaient en train d'émerger, d'autres plus à la traîne, etc., qui se retrouvent avec un coup de bambou sur la tête et dont tous les efforts depuis 10 ans auront été réduits à néant par cette crise. Et donc, je trouve que c'est allé très vite dans la mobilisation internationale, où on aurait pu penser que chacun étant pris par ses problèmes de santé ne se serait pas préoccupé aussi vite de ces problèmes. Ça a été pris en charge très vite et c'est nécessaire parce qu'il ne faut pas qu'on sorte de cette crise avec un fossé encore plus grand entre les pays développés dans lesquels se trouve maintenant la Chine et les pays qui sont plus en retard dans leur développement économique et qui auront reculé de 10 ans, voire plus, dans leur développement. Donc on a là un problème spécifique de la dette, qui est celle que sont en train d'accumuler ou vont accumuler les pays émergents, et ça c'est extrêmement important. Une question de Christophe qui est un peu en lien avec ce que vous venez de dire, Pierre. En son temps, Jacques Attali parlait d'un gouvernement mondial, entre guillemets, pour gérer des crises graves. Est-ce que vous pensez que cette idée s'impose toujours aujourd'hui? Alors moi, je voterai pour un gouvernement mondial les yeux fermés tout de suite. Je pense qu'on a de tels défis devant nous qui vont être d'abord de se relever de cette crise, mais aussi évidemment la crise climatique dont on ne parle plus, comme si elle avait disparu, mais qui est évidemment toujours là et devant nous, et qui est peut-être encore plus déstabilisatrice et grave que ce qui nous arrive en ce moment. Mais je n'y crois pas une seconde. Je pense que on est dans un monde qui, au contraire, s'éloigne de cette idée de gérer ensemble les problèmes planétaires. On est dans un monde qui a remis en question au cours des 5 dernières années le multilatéralisme. Et c'est vrai que, et là j'anticipe sur une autre question qui parle de Trump, Trump est à la fois l'un des acteurs de cette tragédie, c'est-à-dire l'effritement du multilatéralisme, l'effritement de cette idée qu'on a un sort commun, qui était derrière les accords de Paris, qui était derrière précédemment tout ce qui avait été mis en place après la guerre, notamment dans le système des Nations Unies. Trump est à la fois l'acteur majeur, puisque c'est la première puissance mondiale de cette crise, et il en est le symbole, c'est-à-dire que son arrivée est aussi le signe d'un échec de cette manière de voir le monde comme un tout dans lequel tout est lié, et nous avons un sort commun et que nous devons gérer ensemble. Trump, c'est au contraire le coup de frein sur cette période. Qu'est-ce qui va se passer après? Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que dans 6 mois seulement, il y a des élections américaines, et que personne n'est capable aujourd'hui de dire dans quel état les États-Unis, dans quel état mental, psychologique, quel état d'esprit les Américains iront aux urnes dans à peine 6 mois. Est-ce que Donald Trump, qui est en train de faire un show quotidien avec son briefing de santé, c'est sa campagne électorale puisqu'il ne peut plus faire de meeting, est-ce qu'il est capable de garder son socle et de convaincre que finalement il aura bien géré cette crise, même s'il y a beaucoup à lui reprocher sur les débuts, etc. Ou est-ce qu'au contraire,
il y aura suffisamment d'Américains lucides et dégoûtés qui iront voter pour Joe Biden, qui n'impressionne pas par son dynamisme, parce il a sans doute quelques années de trop et il est un peu amorti, mais qui incarne une sorte d'Amérique raisonnable. Et donc, ça conduira non pas, ça décidera non pas d'un gouvernement mondial, parce que ça, je vous dis, j'y crois pas, en tout cas pas dans la période qui vient, mais en tout cas d'un retour de l'Amérique à un multilatéralisme à la Obama, c'est-à-dire, voilà, c'est pendant la période d'Obama qu'il y a eu les accords de Paris. Donc, au moins, de ce point de vue-là, on aura une Amérique plus raisonnable et plus prévisible. Donc, la réponse à la question, pour faire simple, c'est non, il n'y aura pas de gouvernement mondial, mais la question, c'est est-ce qu'il y a encore la possibilité d'une coopération et d'un multilatéralisme raisonnable? Réponse au mois de novembre. Dans la même série de ces dirigeants connotés populistes, Bolsonaro au Brésil, oui. Comment est-ce que vous voyez un peu son positionnement à celui-ci? Autre catastrophe absolue. Le problème, c'est que on a aujourd'hui dans des pays comme le Brésil, les États-Unis, la Turquie, les pays qui ont eu des dérives populistes ou autoritaires. Les mots qui ont besoin d'être nuancés, mais peu importe, on va les utiliser parce qu'ils sont pratiques. On a des sociétés extrêmement polarisées. Et ces hommes forts, ou soi-disant forts, que sont Trump, Bolsonaro, Erdogan, Orban et quelques autres, ont un pouvoir d'attraction sur une partie importante de la population. Dans le cas du Brésil, vous avez notamment à la fois la partie de la population qui veut de l'ordre, donc lui, il incarne cette tradition militaire dont il est issu, mais il y a aussi les évangélistes, qui sont une part très importante de l'électorat aujourd'hui brésilien. Et donc, Bolsonaro nous semble à nous totalement aberrant, et il semble à une partie de la société brésilienne totalement aberrant dans son comportement par rapport à cette épidémie, mais il n'est pas très loin de la plaque pour une partie de la société brésilienne qui est à la recherche d'un sauveur, etc. Donc, moi, je suis extrêmement dubitatif sur l'impact de l'épidémie sur le plan politique. Je pense que des gens que nous jugeons de loin comme aberrants réussissent à garder leur emprise sur la partie de l'électorat qui les suit pour d'autres raisons et qui sont moins influencés. Après, rationnellement, mais est-ce que la rationalité est le bon mot dans ce domaine? Rationnellement, ils devraient tous être balayés. Et vous voyez, c'est intéressant parce que ce matin, j'ai fait ma chronique sur les élections en Corée du Sud. Demain, il y a des élections législatives. Il se trouve que j'étais en Corée du Sud en octobre dernier et tout le monde disait que l'opposition de droite allait gagner ces législatives parce qu'il y avait en gros, aucun président n'a gagné les élections législatives qui sont à mi-mandat de sa présidence parce qu'il y a toujours une accumulation de mécontentements, de griefs sectoriels, etc., qui font que finalement l'opposition gagne les législatives à mi-mandat. Et là, tous les sondages montrent que comme la Corée du Sud a été un des pays les plus impressionnants dans cette épidémie, qui a extrêmement bien géré, alors qu'elle était la première à l'extérieur de la Chine à être vraiment touchée, et ben le parti du président va vraisemblablement gagner ces législatives demain. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact politique. Je pense que les élections des prochaines échéances dans tous les pays qui ont subi une forte secousse à cause du coronavirus, ça va peser d'une manière très forte. On attend de voir ce qui va se passer en Italie, parce que l'Italie, c'est un peu le pays test, parce que ça a été le plus touché en Europe, psychologiquement d'ailleurs, plus que même si l'Angleterre demain risque d'avoir plus de cas que l'Italie, mais en tout cas, ça a été très très violent.
et Salvini, qui est à l'extérieur de la coalition au pouvoir maintenant, a énormément critiqué. Et est-ce qu'il sera capable de profiter de ça? On voit bien que Conte a été plutôt reconnu comme un leader compétent, etc., le Premier ministre. Donc, voilà, c'est trop tôt pour se demander ça, et c'est un peu indécent quand les hôpitaux sont encore pleins de patients, mais ce sont des questions qui vont très vite se poser. Restons en Europe. M. Macron a annoncé hier que les frontières françaises allaient rester fermées pour les pays non européens. Oui. Dans ce contexte-là, quel peut être l'avenir un peu entre des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Alors, ça ne concerne pas le Royaume-Uni. Hein. Mais il y a eu très bien, d'accord. Non, c'est parce que le Royaume-Uni, pour une raison très simple, c'est l'Irlande. C'est que si on ferme les frontières extérieures de l'Europe, de l'Union européenne, on fermerait la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Et c'est impossible, puisque ça a été tout l'enjeu du Brexit, de la négociation Brexit. C'est comment ne pas réintroduire une frontière au milieu de l'île alors que ça fait partie de la garantie du processus de paix pour mettre fin au conflit en Irlande du Nord il y a 25 ans. Donc, le Royaume-Uni fait partie de cette Europe élargie pour les frontières. En revanche, il y a eu un petit épisode qui est passé un peu inaperçu ici. Ça a fait un petit électrochoc en Angleterre, mais ici, on en a très peu parlé parce qu'on était déjà passé à autre chose. Mais quand Boris Johnson refusait de prendre des mesures contre le coronavirus, il était encore dans cette logique de l'immunité collective. Et donc, il continuait à dire « moi, je serre les mains, etc., il n'y aura pas de problème, etc. » Et la France venait de prendre sa mesure de confinement. Macron a appelé Boris Johnson en disant si vous ne prenez pas de mesures, on va être obligé de fermer la frontière et d'arrêter les échanges humains entre le Royaume-Uni et la France. Et 48 heures après, il y a eu un changement de cap à Londres. Ça n'a pas été la seule raison, j'imagine. Je pense qu'il y avait de fortes pressions médicales aussi derrière de tous les experts médicaux britanniques. Mais en tout cas, il y a eu cette question des frontières, elle est vitale, et elle est vitale avec le Royaume-Uni. Il y a une dimension politique dans cette affaire aussi, c'est que pourquoi on a fermé les frontières extérieures de l'Europe? Au début, on nous disait mais ça sert à rien, c'est pas important, le virus connaît pas de frontières, etc. Et c'était Marine Le Pen, souvenons-nous de ça, et je pense qu'elle nous le rappellera en temps voulu, qui avait gueulé en disant il faut fermer les frontières, etc. Et puis petit à petit, on a commencé à voir des frontières se fermer à l'intérieur de l'Europe. La Slovaquie fermait ses frontières avec ses voisins, etc., etc. Et le compromis qui a été trouvé, il y a eu une conférence par visioconférence entre les chefs d'État et de gouvernement qui se sont entendus pour fermer les frontières extérieures et rouvrir les frontières intérieures. C'était le seul moyen d'éviter cet étalage de division entre les Européens, ça a été de fermer les frontières extérieures. Aujourd'hui, on les garde fermées. Je pense que ça n'a pas grande portée parce que plus personne ne voyage, il n'y a plus rien, ni personne qui bouge. Donc, mais voilà, il y a une toile de fond politique à toutes ces questions de frontières. Une question en tant que président de Reporters sans frontières. Donc, le Covid-19, c'est un prétexte pour plusieurs États, Thaïlande, Algérie, Hongrie, Biélarus, de restreindre très fortement la liberté de la presse. Est-ce que vous pensez qu'une fois qu'on sera sorti de cette pandémie, la liberté d'expression retrouvera son existence dans ces différents pays? Alors, là encore, on est dans l'exacerbation de quelque chose qui était en cours. C'est-à-dire que la Hongrie, elle ne s'est pas mise à fermer, à restreindre la liberté de la presse il y a un mois. Ça fait plusieurs années qu'il y a un conflit, un bras de fer entre le reste de l'Europe et la Hongrie à ce sujet et au sujet de l'indépendance de la justice, etc. Et c'est un peu le problème un peu partout où, en gros, c'est un prétexte de plus pour restreindre la liberté de la presse. Non, je ne crois pas qu'on retrouvera… c'est Christiane Taubira qui était hier matin l'invité de France Inter et qui disait quelque chose en tant que
ancienne garde des Sceaux, elle sait de quoi elle parle. Elle disait les États, et elle généralisait, elle ne parlait pas uniquement de pays autoritaires, elle disait les États ont beaucoup de mal à annuler les règles d'exception qu'ils imposent lorsque l'alerte est terminée. Et évidemment, on a cette expérience en France, l'état d'urgence qu'on a eu au moment des attentats terroristes de 2015, une partie de ces règles ont été introduites dans l'état de droit français, dans l'appareil législatif français. Et donc, c'est un peu ce qui est inquiétant dans la période actuelle, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont, alors dans le cas de la Hongrie ou du Bélarus, sont totalement abusives, mais il y en a d'autres qui pourraient être légitimes. Et je pense là à tout le débat sur le traçage numérique, etc., qui peut être un outil utile pour lutter contre l'épidémie. Mais est-ce qu'on a la garantie qu'on y mettra fin une fois que l'épidémie sera terminée? Voilà, et là, je pense on est aussi dans le rapport de force entre la société et l'État. C'est-à-dire qu'il y a une vigilance des citoyens qui est nécessaire pour que si on est obligé d'accepter certaines privations de liberté, et notamment d'expression, pendant la lutte contre l'épidémie, elle soit clairement limitée dans le temps à la durée de l'épidémie. Dans le cas de la France, il est clair que, voilà, par exemple, l'interdiction de manifester dans la rue, qui est le cas en ce moment parce qu'on est confiné, bon, j'ai pas de doute sur le fait que ça prendra fin un jour et qu'on retrouvera le droit de manifester, par exemple. Mais voilà, l'histoire du traçage numérique, c'est plus complexe. Et il ne faudrait pas que des reculs sur le plan des libertés soient introduits parfois avec des bonnes intentions ou des intentions légitimes à la faveur de cette épidémie, y compris dans nos sociétés démocratiques soi-disant modèles. Dans les du coronavirus, je vais me permettre d'en évoquer deux qui sont positives, même s'il faut prendre ce terme avec beaucoup de précautions, mais finalement on s'aperçoit que la guerre en Syrie, où je crois, si je ne me trompe pas, que c'est la guerre au Yémen, connaissent dans ces deux pays une interruption pour cause de pandémie. Donc c'est sans ça que c'est une bonne nouvelle. Comment est-ce que vous voyez la suite de ces conflits quand la pandémie sera derrière nous? Alors, les situations sont différentes. Le Yémen, je pense que c'est peut-être la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, parce que ça a permis à l'Arabie Saoudite d'annoncer qu'elle mettait fin à cette guerre. Alors, c'était temporaire et on verra si c'est le cas, mais tout le monde s'attendait d'une manière ou d'une autre avant cette épidémie à ce que l'Arabie Saoudite trouve une porte de sortie. Cette guerre ne mène à rien, elle ne sert à rien, y compris même à l'image du prince Mohammed Ben Salman, qui l'avait lancé pour montrer qu'il avait des qualités de leadership, et puis il s'est embourbé dans ce conflit qui a ravagé un pays et qui n'a rien apporté ni à son pouvoir personnel, ni à son pays. Et donc, il a utilisé le coronavirus pour s'en retirer, et il est possible, sinon probable, que, sauf catastrophe, la guerre s'arrête effectivement au Yémen. La Syrie, c'est plus compliqué parce qu'on a cette situation, cette poche, cet abcès de fixation dans la zone d'Idlib, dans le nord de la Syrie, à la frontière turque, où il y a ce face-à-face entre les troupes turques, les troupes syriennes, les Russes et 1 million de réfugiés qui sont dans une situation humanitaire absolument catastrophique, menacés eux aussi par le coronavirus. J'en ai parlé il y a quelques jours avec un médecin français qui intervient dans la région. Et là, on est dans une trêve plus que dans la fin d'une guerre. Et puis, il y a une troisième guerre qui, elle, n'a pas pris fin, qui est la guerre de Libye, qui est toujours en cours. Le maréchal Haftar qui essaye de prendre Tripoli. Il a lancé une offensive il y a quelques jours, il a échoué. Bref, cette guerre continue.
alimentés par des intervenants extérieurs, la Russie, les Émirats arabes unis, la Turquie. Bref, on a un abcès de fixation sur la Libye qui n'est pas prêt de se calmer. Pareil dans le Sahel où il y a régulièrement des embuscades, des morts, des attaques. Donc, c'est hélas, on est hélas loin du compte dans l'appel à la trêve générale qu'avait lancé le secrétaire général de l'ONU. Et le Yémen est peut-être le seul vrai point optimiste dans cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques phrases ce qu'est l'Observatoire 19 lancé il y a quelques jours par RSF? Alors l'idée, c'est justement, pour revenir à une question précédente, c'est de répertorier et d'être vigilant par rapport à toutes les atteintes à la liberté de la presse qui se produisent pendant l'épidémie et souvent sous couvert de l'épidémie. Et on se rend compte qu'il y a un nombre de cas qui remonte, qui est considérable. Et dans la question précédente, il y avait le cas de l'Algérie qui était cité. Et effectivement, le représentant d'RSF en Algérie, qui est un journaliste algérien de premier plan, Khaled Radouani, je crois, a été mis en examen il y a à peine quelques jours et une tentative de le réduire au silence et de Drareni. Voilà, merci. Et donc, voilà, l'idée, c'est de montrer aussi au gouvernement que on n'est pas totalement endormi par la peur du virus et qu'on regarde ce qu'ils font. Je pense que on n'a peut-être pas les moyens de réagir d'une manière aussi forte qu'on aurait pu le faire en d'autres temps, c'est-à-dire mener des campagnes, etc. Mais c'est déjà de leur dire on vous observe. Ne pensez pas que vous pouvez faire en catimini ce que vous ne pouviez pas faire avant. Une question en effet d'une zone dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est le Moyen-Orient, avec notamment un focus sur le Qatar. Quel rôle pourrait jouer cette zone et le Qatar dans la reprise de l'économie française? On sait que le Qatar, via la Banque du Qatar, investit beaucoup, notamment dans le bâtiment, qui est un secteur important pour l'économie française. Quel rôle pourrait jouer cette zone et ce pays dans l'après-pandémie? Alors, la France a des relations compliquées ou complexes, disons, avec ces pays. Et c'est assez drôle de voir, on a eu tous les cas de figure. Nicolas Sarkozy était très proche du Qatar, on le sait. François Hollande était plus proche des Saoudiens. Et Emmanuel Macron a des liens plus étroits avec les Émirats arabes unis. Et donc, on a cet échiquier du Golfe avec ces trois pôles de puissance qui ont effectivement des moyens financiers très importants, ont des jeux internationaux qui sont très différents et avec lesquels et qui ont des réseaux un petit peu particuliers. Oui, je pense que toutes les puissances financières de ce monde vont être mises à contribution. Mais je pense qu'on fera attention, j'espère en tout cas, qu'on fera attention à ne pas créer des liens de dépendance. On a réalisé à travers cette crise à quel point la dépendance industrielle, notamment dans l'industrie pharmaceutique, avait été forte vis-à-vis de la Chine, qu'on avait délocalisé d'une manière déconsidérée une partie de ce qui devrait être dans la souveraineté des États. Il ne faudrait pas qu'on recommence les mêmes erreurs avec d'autres partenaires ou d'autres pays par la suite. Oui, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis ont un rôle à jouer. Est-ce que pour autant, il faut leur donner un rôle central? Moi, je ne crois pas et je pense qu'il y aura, en tout cas pendant un temps, une certaine vigilance. Pour répondre à la question de Laurent en vitesse, non, ça aura lieu le 21 avril, la présentation du classement. Et je vous recommande, il va y avoir une conférence en ligne avec 3 intervenants de qualité qui seront Edward Snowden en duplex de Moscou, une journaliste indienne, Rania Ayoub, qui est formidable,
et Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie américain. Donc, ces 3 personnes participeront au lancement du classement le 21 avril. Vous pouvez trouver les détails sur le site de RSF. Pierre, je vous propose une question d'Elisabeth qui était passée dans le flux du chat et du coup, je me suis fait rattraper par la patrouille. Oui, oui. Comment le Royaume-Uni va-t-il gérer son après-Covid? Alors, c'est une bonne question. Il y a un débat qui est en train de monter dans la presse britannique. Alors, ça reste dans les pages opinion, les tribunes, etc. Mais qui est double, qui est que Boris Johnson a été sauvé, ça c'est pour le côté anecdotique, mais que le système de santé repose beaucoup sur ses membres étrangers, donc beaucoup d'Italiens, de Polonais, de Grecs qui étaient venus travailler au Royaume-Uni, et que si on enlève aujourd'hui les étrangers européens du NHS, le système de santé britannique, il s'écroule. Et d'ailleurs, ils avaient du mal à recruter puisque beaucoup de gens hésitaient à venir travailler en Grande-Bretagne puisqu'ils avaient peur d'être pris par le Brexit. Donc, on a effectivement ce premier débat symboliquement fort. Et le deuxième, qui est que le Royaume-Uni s'est exclu, puisqu'il n'est plus dans l'Union européenne, de toute la coordination des achats d'équipements sanitaires qui a été fait au niveau européen. Ça s'est peu su d'ailleurs, mais il y a eu des appels d'offres qui ont été lancés en commun, des achats massifs de respirateurs, de masques, etc., qui ont été coordonnés. C'est Thierry Breton, le département de Thierry Breton qui s'en occupe à Bruxelles, et qui ont fait que on a pu acheter pour à faire des économies d'échelle, et que d'ailleurs les premières livraisons ont eu lieu ces derniers jours. Et ça a été remarqué dans la presse britannique que n'étant plus membre de l'Union européenne, les Anglais ont dû se débrouiller tout seuls. Et donc renoncer à ce qui peut être un des éléments quand même qui reste valable dans l'Union européenne, c'est que l'Union fait la force quand elle existe, et que voilà. Donc je ne pense pas que ça change fondamentalement la donne, mais en tout cas ceux qui étaient contre le Brexit ne se privent pas de rappeler à leurs concitoyens qu'ils ont fait la connerie du siècle en quittant l'Europe. Voilà. Après, je pense que l'histoire va suivre son cours, mais ça peut permettre malgré tout de garder des liens un petit peu plus forts que ce qui était prévu, parce que je pense que le Royaume-Uni se rend bien compte et même ceux qui ont voté pour le Brexit, que dans les moments les plus difficiles, c'est pas les Américains qui sont les voisins du Royaume-Uni et qui n'en ont rien à foutre du reste du monde. Ce sont quand même les Européens. Dernière question, Pierre. J'ai commencé par une question très large tout à l'heure. Je terminerai par une question très large pour la conclusion. Imaginons, nous sommes en 2022, la pandémie est derrière nous maintenant. Comment est-ce que vous voyez la géopolitique et les relations internationales à ce moment-là? Je pensais que, comme vous avez cité 2022, je pensais que vous alliez parler de l'élection française. Ah, mais ça peut faire partie de la réponse, oui, d'ailleurs. Voilà. Moi, je pense qu'on va rester, quoi qu'il arrive, et pour un bon moment, le climat international va être déterminé par la relation sino-américaine, par les tensions sino-américaines, par les guerres technologiques sino-américaines. Et donc, dans 2 ans, on en sera encore au même point, avec 2 cas de figure. L'un qui est une ligne dure à Washington qui pourrait être incarnée par un deuxième mandat de Trump, ou une ligne plus conciliante qui cherche à régler les problèmes plutôt qu'à gagner des points ou à gagner des affrontements. Donc, mais je pense que disons, la dominante de la prochaine décennie restera cette rivalité sino-américaine qui risque de basculer dans une nouvelle guerre froide, c'est-à-dire qui va être très complexe parce que, contrairement à la période de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, à l'époque, il n'y avait pas de lien économique entre l'URSS et les États-Unis. Aujourd'hui, il y a une imbrication considérable entre les économies chinoises et américaines. Mais on voit bien qu'il y a une tentation
très forte des deux côtés de casser une partie de ces liens. Et Trump le fait en ce moment, a commencé à le faire depuis 1 an ou 2, notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle, des télécoms avec Huawei, des microprocesseurs, etc. Je pense que c'est une tendance lourde qui se poursuivra. La Chine est en train de créer son propre univers technologique avec les pays de sa sphère d'influence. Les États-Unis auront la leur. Et donc, on est dans cette logique de guerre froide. Et là, c'est une tendance lourde qui ne s'arrêtera pas en quelques semaines ou en quelques mois, quel que soit le président à Washington. On est parti sur une dizaine d'années de face-à-face de plus en plus compliqué et parfois tendu entre ces deux géants, avec la difficulté pour nous, Européens, d'exister et de ne pas en être victimes. Merci beaucoup, Pierre, pour ce tour. On a fait le tour de la planète, là, en fait. Oui, absolument. Oui. C'est vraiment au nom de l'ICP, je vous dis un grand merci et au nom de mes étudiants et de mes intervenants. C'est toujours un plaisir de vous entendre et d'avoir cet éclairage et cette prise de hauteur parce qu'on en a vraiment besoin en ce moment. Donc, un grand merci pour tout ça. Merci, je rappelle qu'on peut vous écouter tous les matins à 7h40, c'est ça, non? 7h40, je crois, sur France. Non, 8h17. 8h17. Voilà. 8h17. Voilà. Merci beaucoup et puis bon confinement. En collectif. Merci beaucoup, Pierre. On collecte et à très bientôt. À peu près 300. Non. Au revoir. Au revoir.